Salut à tous mesdames et messieurs et bienvenue à cette deuxième séance de notre formation sur la création de sites web avec HTML, CSS et JavaScript. Aujourd'hui nous allons voir le CSS ou le Cascading Style Sheet qui est le langage utilisé pour styliser nos différentes pages web. L'objectif du CSS est d'améliorer l'apparence des pages HTML en leur appliquant par exemple des couleurs, des polices, des marges, des alignements et bien plus encore. Par exemple, ça c'est une page HTML sans le CSS. Comme vous pouvez le voir les gars, cette page est vraiment moche et n'a pas vraiment du tout de sens. Et ça c'est la même page HTML mais cette fois-ci avec du CSS. Et comme on peut le voir, le CSS lui a ajouté des couleurs, des fonts et la page est devenue de plus en plus jolie et un peu attrayante. Voyons à présent comment utiliser CSS pour ajouter différents styles à vos pages HTML. Notez qu'il existe trois façons d'ajouter du CSS dans vos pages HTML, d'où la première façon est d'utiliser le style inline. Alors, le style inline consiste tout simplement à ajouter directement les styles à l'intérieur de la balise qui vous intéresse, c'est-à-dire vous ciblez l'élément auquel vous voulez ajouter du style, vous lui donnez l'attribut style et là vous ajoutez votre style. Bon, on va voir maintenant comment faire cela concrètement. Pour ça, nous allons utiliser notre page qu'on a créée hier. Et vous vous souvenez sûrement là où nous sommes limités hier, et je suppose que si vous êtes en train de regarder cette partie, c'est que vous avez fini la partie d'hier. Et si vous n'avez pas encore fini cette partie, vous pouvez toujours aller terminer cette partie puis revenir sur cette partie parce que ça sera la suite. Alors, comme vous pouvez le voir dans mon code, il n'y a pas les différents éléments, les titres, les paragraphes, etc. Tout simplement parce que j'ai eu à cacher l'implémentation de mes différentes sections. Alors c'est assez pratique lorsque vous êtes en train de travailler sur un code par exemple qui est très long. Quand vous terminez l'implémentation d'une section, vous pouvez tout simplement cacher l'implémentation pour continuer avec la section suivante. Alors pour révéler la section accueil par exemple, parce qu'on va travailler sur les messages de bienvenue ici, nous allons lui ajouter du style. Il suffit simplement de venir ici sur la première balise, vous venez ici à gauche et là vous allez cliquer ici, click to expand the range. Et là vous voyez que le contenu de la section accueil vient d'apparaître. Pour cacher ça, il suffit de venir toujours sur la même balise, vous venez ici à gauche, là vous allez cliquer ici, click to collapse the range. Et là vous voyez bien que le contenu ne s'affiche pas mais il est quand même là. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est voir comment ajouter les styles inline. Donc je vais expand ma section et là pour le faire, nous allons venir ici par exemple sur le titre H1, nous allons lui ajouter l'attribut style. Je vais mettre style et à l'intérieur de style, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre maintenant la règle CSS que je vais appliquer à ce titre. Ne vous inquiétez pas, on verra plus tard c'est quoi une règle en CSS. Et donc là je peux par exemple mettre color des points red, je mets point virgule, j'enregistre et là vous voyez que mon titre vient de prendre la couleur rouge. À part cette propriété, on peut par exemple lui ajouter une autre propriété, le font size, qui est la taille de police. Et là je vais mettre le font size par exemple à 50 pixels. Si j'enregistre les modifications, vous allez voir mon titre vient de devenir un peu plus gras. Alors cette méthode, c'est une méthode qui est facile et rapide pour styliser un élément spécifique. Mais notez que cette méthode a beaucoup d'inconvénients. Parce que imaginez que vous ayez un code avec des milliers et des milliers de lignes de code. Ça veut dire que pour ajouter des styles, vous allez parcourir élément par élément et ça peut vous prendre énormément de temps. On va donc voir une autre façon d'ajouter du style qui est plus efficace que cette méthode.
La deuxième façon d'ajouter des styles à vos pages HTML, c'est en utilisant les styles internes ou les internal CSS. Alors cette méthode, ça permet justement à ajouter une balise style à l'intérieur de la balise head du fichier HTML. Et là, dans cette balise, vous allez définir vos différentes règles CSS à appliquer à vos différents éléments. Pour faire cela, la première des choses que nous allons faire ici, nous allons d'abord effacer les attributs qu'on a donnés à notre titre H1. Je vais effacer ça et je vais enregistrer les modifications. Là, nous sommes à notre page de départ. Alors, pour ajouter les styles internes ou les internal CSS styles, on a vu qu'on doit ajouter une balise style dans notre balise head. Donc, je vais venir ici, par exemple, en dessous des title, je vais ajouter une balise style. Et là, qu'est-ce que je vais faire dans cette balise? Je vais définir, par exemple, le titre H1. Et là, je vais ouvrir les accolades et à l'intérieur, je vais mettre par exemple color blue. Je vais mettre mon point virgule et si j'enregistre, vous allez voir que mon titre vient de devenir bleu. À part cette règle, je peux par exemple lui donner le font size. Pour ça, je vais mettre font size. Et là, je vais mettre par exemple 50 pixels comme l'autre fois. Si j'enregistre les modifications, vous allez voir que mon titre vient de prendre la taille que je viens de définir. Alors, cette méthode est utile lorsque vous avez besoin d'ajouter du style à une seule page. Et la page là doit être courte. Parce que, imaginez que vous ayez besoin d'ajouter des milliers de lignes de code CSS. Ça va rendre votre fichier HTML très lourd et ce n'est pas une bonne pratique pour un développeur web. On va donc voir une autre façon qui est la plus efficace et la plus utilisée pour ajouter des styles à vos pages HTML. La dernière méthode maintenant, ça consiste à utiliser un fichier CSS externe ou tout simplement les external CSS. C'est la meilleure méthode pour structurer un site web parce qu'on écrit les styles dans un fichier .css séparé et on les lit à la page HTML à l'aide de la balise link. Alors cette balise prend des attributs. Le premier attribut, le real style sheet, ça vient préciser au navigateur que le fichier à analyser contient des styles CSS. Et le deuxième attribut qu'on a déjà utilisé, le href, va nous permettre maintenant à préciser les noms du fichier et où se trouve le fichier CSS qu'on veut lier à notre page HTML. Bon, pour faire cela concrètement, on va d'abord effacer tout ça. Le style ici qu'on a ajouté dans notre head, on va enlever ça. Je vais enregistrer les modifications. Vous allez voir, là notre page est retournée à son état initial. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais créer un autre fichier que je vais appeler index.css. Pour ça, je vais venir ici. Je vais venir sur New File. Vous pouvez appeler le fichier comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler par exemple index.css ou vous pouvez tout simplement l'appeler style.css. Là, je vais cliquer sur Entrée. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un fichier CSS qui est créé ici. Et là, dans ce fichier, je peux par exemple ajouter un code pour styliser. Et là, dans ce fichier, je peux définir par exemple, ici je vais mettre H1 et je vais ouvrir mes accolades. À l'intérieur de H1, je vais mettre la couleur color. Je vais mettre par exemple les blue. Point virgule, je vais enregistrer, mais comme vous pouvez le voir, rien ne se passe encore. Tout ça parce que je n'ai pas encore lié mon fichier CSS à mon fichier HTML. Je vais ajouter une autre propriété qui est le font size. Je vais mettre 50 pixels
je vais enregistrer et là je vais retourner dans mon fichier index.html pour lier tout ça. Pour ça je vais venir dans la balise head et là qu'est-ce que je vais faire, je vais mettre les links et là vous voyez bien que le navigateur a déjà compris qu'il s'agit d'un style sheet. Alors là dans href, qu'est-ce que je vais mettre, je vais mettre tout simplement style .css, tout simplement parce que mon fichier CSS se trouve au même endroit que mon fichier HTML. Et là, si vous voyez très bien dans mon navigateur, il y a le titre qui a déjà pris les propriétés que j'ai définies dans ma page CSS. Alors, les avantages de cette méthode est que ça facilite la maintenance du code. Donc, les styles sont centralisés dans un même fichier. Ça rend le code plus propre parce que vous n'avez pas ajouté des styles dans votre fichier HTML. À part ça, ça améliore aussi la performance. Plus tard, on verra bien qu'on peut utiliser les mêmes fichiers CSS qu'on a créés pour donner des styles à nos différentes pages HTML qu'on aura créées. Donc à part cette page, vous pouvez lier les mêmes fichiers CSS à une autre page, par exemple la page About, la page Compétences. Et là, les styles qui sont dans ces fichiers seront appliqués à l'autre fichier HTML auquel vous liez ces styles. Comme vous l'avez sûrement remarqué, contrairement au HTML qui utilise des balises pour structurer le contenu de votre page web, CSS lui utilise ce qu'on appelle des règles et des déclarations pour styliser vos différentes pages web. En CSS, une règle est constituée de sélecteurs et de déclarations. Dans cette règle ici, par exemple, P est le sélecteur, color green est la déclaration qui est constituée de propriétés. La propriété c'est color et la valeur c'est green. Retenez donc que les sélecteurs permettent de cibler des éléments spécifiques sur une page HTML pour les appliquer à un certain style. En CSS, il existe plusieurs sélecteurs, mais dans cette formation, je vais parler seulement des 8 sélecteurs principaux. Le sélecteur universel est représenté par l'astérisque. Ce sélecteur s'applique à tous les éléments d'une page. Dans cet exemple, les règles que vous voyez dans le style .css s'appliquent à tous les éléments de ma page HTML. Le sélecteur d'éléments, quant à lui, il vient tout simplement cibler un élément HTML spécifique. Dans cet exemple, comme vous le voyez, si je mets P, cela veut dire que je sélectionne juste ce paragraphe-là en question. Le sélecteur des classes cible tous les éléments et il y a une classe spécifique. Dans cet exemple, si je sélectionne les éléments et il y a cette classe, ça veut tout simplement dire que tous les éléments que j'ai attribués à cette classe-là vont recevoir le style que je viens de donner. Pour sélectionner les éléments d'une classe, vous mettez tout simplement un point suivi de la classe en question. Le sélecteur d'attributs cible les éléments qui possèdent un certain attribut. Par exemple, pour les inputs. Pour sélectionner les inputs, il y a l'attribut type égal texte. Je vais tout simplement mettre l'input là en question et entre crochets, je vais mettre l'attribut que je vais sélectionner. Pour sélectionner un élément par son ID, vous utilisez tout simplement dièse. Ce sélecteur cible un élément unique avec un ID spécifique. Dans cet exemple, si je mets dièse about, ça veut dire que je sélectionne tous les éléments de la classe et il y a l'ID about. Ça veut dire si dans cette section, il y a des titres, des paragraphes, etc. Tous les éléments seront affectés par les propriétés CSS que je vais définir. Le sélecteur de pseudo-classe. Ce sélecteur s'applique à un état particulier d'un élément. Par exemple, lorsqu'un élément est actif. Pour qu'un élément soit actif, par exemple, pour les liens. Quand un utilisateur a déjà cliqué sur un lien, vous pouvez changer la couleur du texte de ce lien-là. À part ça, quand l'utilisateur va survoler, par exemple, un bouton
ou un autre élément, qu'est-ce qui va se passer? C'est là qu'intervient le sélecteur de pseudo-classes. Pour ajouter ce genre de pseudo-classes pour un élément qui est actif, par exemple si c'est le lien qui est actif, vous mettez A, vous mettez des points, et là vous allez mettre active, puis vous définissez vos styles. Si c'est un lien au survol, vous allez mettre A, vous mettez des points, et là vous allez mettre au vert, et vous allez définir vos styles. Si c'est un paragraphe, on n'allait pas mettre A, mais plutôt on allait mettre P. C'est comme ça que fonctionnent les pseudo-classes. Les sélecteurs d'enfants directs ciblent uniquement les enfants directs d'un élément. Par exemple, vous pouvez mettre un div et dans le div, vous mettez des titres et des paragraphes. Ça veut dire tout simplement que tout ce que vous mettez entre les divs, ce sont les enfants directs du div. Alors, pour utiliser ce genre de sélecteur, vous mettez votre élément para suivi du signe de supériorité et là vous allez mettre l'enfant en question et vous lui appliquez le style que vous voulez. Le dernier sélecteur que nous allons voir, c'est le sélecteur de descendants. Alors comment marche ce sélecteur? Ce sélecteur cible tous les éléments descendants d'un para, et ça même si les éléments sont vraiment trop loin. Par exemple, vous pouvez avoir un div, dans le div vous avez une liste, et dans la liste vous avez UL, et vous avez aussi les listes items. Alors pour faire ce genre de sélecteur, vous mettez juste espace entre les grands paras, vous mettez espace et vous mettez les paras, vous mettez espace et vous mettez l'enfant. C'est comme ça que marche le sélecteur de descendants. Alors les gars, en CSS il existe beaucoup d'autres sélecteurs qu'on n'a pas abordés dans cette formation. N'hésitez pas surtout à explorer la documentation, à faire des recherches pour le découvrir et approfondir votre maîtrise dans les sélecteurs. En CSS, toute balise HTML est considérée comme une boîte. Que ce soit un paragraphe, une image, un div ou même un bouton, tous ces éléments-là sont perçus comme des boîtes dans la mise en page web. Et maintenant, dans CSS, chaque boîte est constituée de ces éléments suivants. Nous avons la largeur de la boîte, nous avons la hauteur de la boîte, nous avons les rembourrages ou plus justement les paddings, nous avons la bordure, la marge, etc. Alors, la largeur en CSS, nous allons utiliser la propriété width qui définit la largeur de l'élément. Pour la hauteur, nous allons utiliser la propriété height qui définit la hauteur de l'élément. Le rembourrage ou le padding définit l'espace interne entre le contenu et la bordure. Pour la bordure, ça définit tout simplement la ligne autour d'un élément. La marge ou le margin, on va voir maintenant l'espace externe entre la boîte et les autres éléments. Ces deux propriétés définissent tout simplement la taille d'un élément. Voyons cela concrètement. Pour ça, moi je vais utiliser tout simplement les fichiers about parce que je ne vais pas déranger ces contenus. On va utiliser ça pour la suite. Donc moi je vais utiliser tout simplement ces fichiers ici about. Dans about, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer le contenu des body. Je vais définir le titre ici. Je vais mettre par exemple à propos. Je vais enregistrer. Et ici d'abord, je vais ajouter un div. Je vais laisser mon div vide. Ici, dans le head, je vais lier ça avec la propriété CSS qu'on avait déjà créée. Pour ça, je vais mettre un link. Là, je vais mettre style ouais, CSS. Je vais enregistrer. Et là, dans CSS, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer tout ce qu'on avait mis ici. Je vais utiliser le sélecteur pour sélectionner mon div. Et comme vous le savez, on va utiliser le sélecteur d'éléments. Donc, je vais mettre tout simplement ici div. Je vais mettre mes deux accolades.
Et dans la div, je vais définir quelques propriétés. Par exemple, je vais mettre le width à 200 pixels. Je vais mettre le height à 100 pixels. Je vais enregistrer et là, dans About, je vais ouvrir ça dans Live Saver. Comme vous pouvez le voir, rien ne s'affiche encore parce que on n'a pas défini une propriété pour afficher notre élément. Pour voir cela, je vais ajouter notre propriété, par exemple background color. Et là, je vais mettre light blue par exemple. Je vais enregistrer. Et là, comme vous pouvez le voir, dans mon navigateur, j'ai déjà mon élément div qui vient de s'afficher. Comme je vous ai dit, c'est perçu comme une boîte. Voici notre boîte ici. Cette propriété CSS vient tout simplement ajouter un espace interne entre le contenu et la bordure. Pour ça, on va le voir concrètement. Pour voir cela, on va retourner dans notre fichier About. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, ici dans le div, je vais ajouter un élément P. Là, je vais mettre ceci. C'est un paragraphe. Je vais enregistrer. Et comme vous pouvez le voir, le paragraphe vient de s'ajouter dans mon div. Alors, je vais ajouter une autre propriété sur mon div. Va être le border. Je vais mettre par exemple solid black. Je vais enregistrer, vous allez voir, il y a une bordure qui vient de s'ajouter sur mon div. Alors pour voir les padding, comme je vous ai dit, je vais effacer d'abord les width et les height. Par exemple, je vais enregistrer. Là, vous pouvez voir que mon div vient d'occuper la largeur par défaut. Alors, pour voir c'est quoi le padding, on va ajouter une propriété padding et on va augmenter par exemple 50 pixels. Et vous allez voir autour de mon élément, il va s'ajouter un espace interne de 50 pixels. Je vais enregistrer, vous allez voir. Comme vous pouvez le voir, ici à gauche, il vient de se créer 50 pixels. Ici en haut, 50 pixels et en bas, 50 pixels. À droite aussi, ça vient d'ajouter 50 pixels. Pour voir cela, je vais ajouter des propriétés à mon élément P. Par exemple, ici, je vais ajouter P. Et là, d'après qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre d'abord color white. Et je vais lui ajouter un background color black. Je vais enregistrer. Vous allez voir ce qui va se passer. Comme vous pouvez le voir, mon paragraphe s'est étendu. Et donc, ici, nous avons 50 pixels. En haut, nous avons 50 pixels. À droite, nous avons 50 pixels. Et en bas, nous avons 50 pixels. Si j'ajoute, par exemple, les pixels, je vais mettre 100 pixels. Vous allez voir, je vais enregistrer, vous allez voir. Cette fois-ci, ça vient d'ajouter un espace qui est un peu plus large. Donc ici, il y a 100 pixels. Ici, 100 pixels. En haut, 100 pixels. Et à droite, 100 pixels. C'est donc comme ça que fonctionne la propriété padding. Et si on veut, on peut toujours définir chaque côté séparément. On peut définir l'espace de chaque côté séparément. Pour ça, on va voir ce qu'on peut faire ici dans le div. Je vais effacer padding. Je vais enregistrer, vous allez voir. Là, mon élément vient de retourner à l'état initial. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre par exemple le padding top. Ça veut dire
l'espace d'en haut. Et là, je vais ajouter par exemple 50 pixels. Je vais enregistrer. Vous allez voir en haut, il vient de se créer 50 pixels. Je vais ajouter aussi un padding button pour l'espace d'en bas. Padding button. Et là, je peux par exemple lui donner 20 pixels. Vous allez voir quand je vais enregistrer, ici il vient de se créer un espace qui est inférieur à l'espace qui est ici en haut. À part les padding button, vous pouvez utiliser les padding left ou tout simplement les padding, l'espace de gauche. Et là, je vais mettre par exemple 30 pixels. Je vais enregistrer, vous allez voir à gauche il vient de s'ajouter 30 pixels. Et là je vais ajouter en fait les padding right où l'espace est à droite. Je peux mettre par exemple aussi 50 pixels. Je vais enregistrer et là comme vous pouvez le voir, je vais définir cette propriété sur chaque côté séparément. Les gars, vous pouvez aussi utiliser une notation raccourci pour faire tout cela. Pour ça, je vais effacer tous les paddings que j'ai ajoutés ici. Je vais enregistrer. Vous allez mettre tout simplement padding. Et là, vous allez commencer par l'espace que vous voulez mettre en haut. Je vais mettre en haut 50 pixels. Je vais séparer. À droite, vous allez mettre par exemple 30 pixels. Je sépare. Et puis là, nous arrivons en bas. En bas, vous allez ajouter aussi 50 pixels. Et en fait, à gauche, vous pouvez aussi ajouter par exemple 30 pixels. Je vais enregistrer, vous allez voir. Le navigateur vient de comprendre ce que je voulais faire. Donc ça, c'est un raccourci pour utiliser cette propriété. Rapidement parlons de la propriété border qui vient tout simplement ajouter une ligne autour de votre contenu ou de votre élément. Vous avez sûrement déjà vu comment j'ai ajouté la propriété border, mais il y a d'autres façons d'ajouter cette propriété border. Pour ça, je vais effacer tout simplement les propriétés de mon paragraphe ici. Je vais enregistrer. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter encore les width. Là, nous venons d'avoir notre boîte de 300 sur 100 pixels. Alors, à part les solides black, je vais effacer la propriété border. Si j'enregistre, vous allez voir que cette fois-ci, il n'y a plus de bordure. Alors, à part les solides black, solide suivi de la couleur que vous voulez mettre, je vais par exemple ajouter border. Et là, je peux définir la taille de la bordure. Par exemple, je vais mettre 5 pixels, solide, red par exemple. Je vais enregistrer, vous allez voir. Là, je viens d'avoir une bordure avec une certaine épaisseur. Alors, à part ça, je peux par exemple mettre, je vais enlever solide et à la place, je vais mettre dashed. Je vais enregistrer, vous allez voir, cette fois-ci, je viens d'avoir une autre forme de bordure. À part la propriété dashed, vous pouvez par exemple mettre double. Et là, je vais changer la couleur. Par exemple, je vais mettre bleu. Je vais enregistrer, vous allez voir. Cette fois-ci, je viens d'avoir la bordure en double. À part ça, je vais par exemple mettre une autre propriété qui est le groove. Le groove, et là, je vais mettre une autre couleur. Par exemple, green.
Et les gars, pour changer de couleur, vous pouvez aussi cliquer sur la boîte ici et venir définir une couleur de votre choix. Là, je peux par exemple choisir cette couleur et ça va prendre une autre propriété, le RGB. Et si j'enregistre, vous allez voir, cette fois-ci, je viens d'avoir une autre forme de bordure. Bon, pour voir cela concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un autre élément. Il faut qu'on ait au moins des éléments pour voir comment ça marche. Ici, dans mon livre, je vais créer un titre HD par exemple. Je suis un titre. Je vais enregistrer, vous allez voir, là j'ai mon élément, je suis un titre et j'ai mon paragraphe ici. Alors dans CSS, je peux par exemple donner des bordures à mes éléments pour que ça soit clair. Puis, par exemple, je vais sélectionner les HD et dans les HD, je vais par exemple ajouter border 3 pixels, solide, red par exemple. Je vais enregistrer, comme vous pouvez le voir, mon titre vient d'avoir une bordure. Je vais ajouter aussi une bordure à mon élément P. Donc je vais ajouter border 3 pixels, solide, blue par exemple. Je vais enregistrer et comme vous pouvez le voir, j'ai mes deux éléments qui sont ici. Alors pour ajouter, si je vais par exemple séparer mon paragraphe, si je me dis par exemple que mon paragraphe est trop proche de mon titre, c'est là qui va intervenir maintenant la marge extérieure. Pour ça, je peux par exemple venir ici en P, je vais mettre margin top pour dire la marge d'en haut. Et là, je peux par exemple mettre 30 pixels. Je vais enregistrer, vous allez voir, il y a un espace qui vient de se créer ici. À part ça, je peux par exemple dire, bon, pour mon titre HD, je veux qu'il soit un peu décalé à droite. Pour ça, je vais venir ici, je vais mettre un margin left. Je peux ajouter par exemple 60 pixels. Et si j'enregistre, vous allez voir, il y a mon titre qui vient de créer un margin de 60 pixels ici à gauche. C'est donc comme ça que ça marche. Cela marche parfaitement comme pour les paddings, sauf que pour les paddings, ce sont les marges internes, alors que pour les margins, ce sont des marges externes. Par défaut, les width et les height ne prennent en compte que le contenu, sans inclure par exemple les paddings ou les borders. Cela peut compliquer la gestion des tailles des éléments. C'est là qui va intervenir maintenant le box sizing avec la propriété border box. La largeur et la hauteur incluent aussi les paddings et les borders. Voyons cela pratiquement. Bon, pour comprendre cela pratiquement, je vais faire quoi? Je vais venir enlever tout ça ici. Et ici, dans mon div, je vais créer des autres divs. Je vais créer le div 1. Je vais d'abord donner au div para la classe para. Et ici, mon div 1, je vais lui donner la classe enfant 1 par exemple. Je vais créer un autre div. Je vais donner la classe enfant 2. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Dans le div 1, je vais ajouter un paragraphe. Par exemple, sans box sizing. Je vais enregistrer. Et là, dans mon deuxième div, je vais aussi ajouter un autre paragraphe. Et là, avec box sizing. Je vais enregistrer tout ça. On va d'abord afficher
tout ça par exemple dans mon live server. Pour ça, je vais réduire la taille de cette fenêtre ici. Comme vous pouvez le voir, là ça n'a pas encore du sens parce que je n'ai pas encore défini les propriétés CSS. Alors pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, je vais effacer tout ça. Et ici, au lieu d'utiliser le sélecteur d'éléments, je vais utiliser tout simplement le sélecteur de classe. Pour ça, je vais mettre un point et je vais ajouter le nom de la classe. Alors pour les paras, je vais donner les propriétés. Pour le div para, je vais donner par exemple le width de 100%. Je vais enregistrer. Je vais lui donner aussi les border. Sélectionner nos deux divs. Pour ça, je vais mettre enfant 1. Et dans enfant 1, qu'est-ce que je vais définir par exemple? Je vais mettre le width à 200 pixels. À part le width, je vais mettre le height à 100 pixels. Et le background color, je vais mettre par exemple aqua. Et là, si j'enregistre, vous allez voir mon box est là. Je vais lui ajouter aussi un border. Pixels solide red par exemple. Et là, je vais enregistrer, vous allez voir, ça commence à avoir du sens. Je vais ajouter une autre propriété, par exemple le padding. Je vais mettre 20 pixels, c'est-à-dire 20 pixels un peu partout. Je vais enregistrer, vous allez voir, là ça vient d'ajouter l'espace interne. À part le padding, je vais par exemple ajouter les border. J'ai déjà ajouté les border. Et là maintenant, je vais enregistrer tout simplement. Et pour voir la différence, maintenant je vais sélectionner mon deuxième div, donc enfant 2. Et là à l'intérieur, je vais mettre les mêmes propriétés. Mais cette fois-ci, je vais ajouter le box sizing et je vais mettre les border box. Je vais enregistrer, vous allez voir. Vous voyez maintenant la différence, les gars. Ce sont les mêmes propriétés que pour le premier div. Mais quand vous laissez par défaut, ici ce qui se passe, c'est que le navigateur va prendre votre largeur de 20 pixels. Il va ajouter les 20 pixels du padding, ça fait 220. Ensuite, ça va ajouter les 3 pixels du border, ça va faire 223 pixels. Et c'est ça la taille que le navigateur va donner à votre box. Donc ici c'est 223 pixels au lieu de 200 pixels de largeur. Pour les height, c'est la même chose. Là, ce qu'il va comprendre, c'est quoi? Il va prendre les 100 pixels ici pour la hauteur. Il va ajouter les 20 pixels pour les padding et les 3 pixels pour la bordure. Et là, ça va faire 123 pixels. Alors que quand vous ajoutez cette propriété box sizing, qu'est-ce que ça va faire? Ça va garder la même taille, peu importe les padding que vous avez ajouté et peu importe la bordure que vous avez ajouté. Donc, cette boîte ici va garder la taille que vous avez définie. Si vous avez défini 200 pixels de largeur, ça va garder 200 pixels. Si vous avez défini 100 pixels de hauteur, ça va garder les 100 pixels. Les avantages de cette propriété est que ça facilite la gestion des dimensions sans calcul compliqué. Vous n'avez pas à calculer les tailles que vous allez mettre. À part ça, ça évite le dépassement de la mise en page. Quand on ajoute par exemple du padding ou du border, cette propriété est recommandée pour les mises en page flexibles et responsives.
On verra plus tard c'est quoi les Flexbox et c'est quoi les responsive web design. CSS permet aussi d'ajouter des styles à votre texte, c'est-à-dire tout ce qui concerne les mises en forme, vous les faites en CSS. Voyons quelques balises de mise en forme des textes. En CSS, il existe plusieurs propriétés pour styliser les textes. Voyons cela concrètement, pour ça je vais effacer tout ça. Et là je vais ajouter quelques exemples. Je vais ajouter un titre H1 par exemple. Et là je vais écrire, je vais enregistrer, je vais entrer en CSS, je vais effacer tout ça. Je vais sélectionner mon titre H1. Et là, je peux lui appliquer quelques styles. Par exemple, je peux changer l'écriture. Pour ça, vous utilisez la propriété Font Family. Font Family, il y a beaucoup de polices. Là, je peux choisir par exemple Franklin. Et là, si j'enregistre, vous allez voir, la police vient de changer. À part les Font Family, on peut utiliser le font size. Le font size ou tout simplement la taille de police. Là, vous pouvez définir votre taille par exemple en pixels. Je vais mettre 50 pixels. Vous allez voir quand je vais enregistrer. Là, le titre vient de prendre la taille de 50 pixels. À part ça, vous pouvez définir la couleur du texte. Pour ça, vous mettez seulement color. Et là, vous pouvez par exemple mettre red. Je vais enregistrer, vous allez voir là, ça devient rouge. À part la couleur, vous pouvez aligner votre texte. Par exemple, si je vais aligner mon texte au centre, pour ça, je vais utiliser texte align. Et là, vous pouvez mettre par exemple center. Je vais enregistrer, vous allez voir là, mon texte vient d'entrer au centre. Pour voir le reste, je vais créer un autre contenu. Par exemple, à part les H1, je vais créer un paragraphe. Et là, dedans, je vais mettre je vais enregistrer, là j'ai mon paragraphe. Et pour lui appliquer un style, par exemple, je peux lui attribuer une classe. Je vais lui appeler description. Description par exemple. Je vais enregistrer. Et là, en CSS, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, je vais sélectionner. Là, je peux par exemple donner le font size de 18 pixels. Je vais enregistrer, vous allez voir là, c'est 18 pixels. À part le font size, je peux par exemple lui donner la couleur. Color, je vais mettre par exemple black. Je vais enregistrer, là c'est black. À part ça, je peux par exemple mettre le texte align. Cette fois-ci, je vais mettre justify. Pour voir cela, je vais ajouter un contenu un peu long. Donc ici dans mon paragraphe, je vais ajouter quelque chose d'autre. Je vais ajouter le faux texte. Et là, je vais enregistrer. Vous allez voir là, ce texte est justifié. Je vais agrandir. Comme vous pouvez le voir, le texte est justifié. À part ça, je vais donner un autre exemple. Pour ça, je vais créer un autre paragraphe ici en dessous. Je vais enregistrer. Là, vous voyez que j'ai mon autre paragraphe ici. Pour lui appliquer un style, je peux par exemple lui donner la classe importa. Je vais enregistrer et là, dans CSS, je vais venir appliquer les styles. Je peux par exemple lui donner les font weight. Le font weight, c'est tout simplement pour mettre en gras votre texte. Et le font weight, je peux par exemple lui donner le bold pour dire que le texte sera en gras. Et là, comme vous pouvez le voir, le texte est en gras.
Par les font weight, je vais lui donner la couleur par exemple blue. Et là je peux lui donner la taille avec le font size et de 20 pixels. Je vais enregistrer, vous allez voir. Vous pouvez donc donner de l'importance à votre texte grâce aux propriétés CSS. À part ça, je vais ajouter un autre paragraphe. Dans CSS, pour lui appliquer des styles, je vais venir sélectionner sur ligne. Et là, je vais donner quelques propriétés. Je vais lui donner par exemple le background color. Je vais mettre yellow ou tout simplement les jaunes. À part ça, je peux lui donner le font style. Et je vais mettre italique par exemple. Là, vous allez voir que mon texte est en italique. C'est donc comme ça que vous stylisez vos textes en CSS. Pour les autres propriétés, on va les voir quand on sera en train de faire notre projet. Parce qu'à la fin, on va créer un site de A à Z. Vous verrez les autres propriétés. Pour mettre en forme nos images, je vais d'abord ajouter les images en question. Donc, je vais effacer tout ça. Et là, je vais ajouter mes images à l'aide de la balise IMG. Et là, dans source, je vais mettre point et slash pour choisir les images d'assets. J'ai mon image ici que j'avais utilisé l'autre fois. Et là, d'alt, je vais mettre par exemple mon image. Et je vais enregistrer. Alors, je vais dupliquer cette image pour avoir 3 images comme ça. Je pourrais vous montrer les différentes mises en forme. Je vais dupliquer ça 3 fois. Pour ça, je vais mettre ça 3 fois. Et la première image, je vais lui attribuer une classe image normale. Deuxième image, je vais lui donner la classe, par exemple, image arrondie. Et en fait, la troisième image, je vais lui donner la classe ombre, par exemple. Et là, je vais enregistrer. On n'a pas encore appliqué des styles CSS pour redimensionner ces images. Alors, dans CSS, je vais tout simplement effacer tout ça. Là, je vais sélectionner mon image normale. Image normale. Je vais définir quelques propriétés de base. Le width, je vais mettre 300 pixels. Et pour le height, je vais laisser automatique. Je vais enregistrer, vous allez voir. Je vais maintenant sélectionner deuxième image avec image arrondie. Maintenant là, on va voir comment vous pouvez mettre en forme votre image, comment vous pouvez arrondir votre image. Pour ça, je vais lui donner d'abord le width de 300 pixels comme l'autre image. Je vais enregistrer. Là, vous voyez mon image est là. À part les width, je vais lui donner le height auto. Et pour arrondir mon image, maintenant je vais lui donner le border radius et je vais mettre par exemple 50%. 50%, je vais enregistrer, vous allez voir là mon image est arrondie. À part 50%, vous pouvez par exemple lui donner 60% selon votre choix. Vous pouvez aller jusqu'à 100% si vous voulez. Vous allez voir. Là, ça devient vraiment trop arrondi. Par ça, vous pouvez mettre par exemple 10%. Vous allez voir que l'image est arrondie, mais ce n'est pas vraiment assez. À part cette propriété, je peux par exemple lui donner aussi le border. Je vais mettre 3 pixels solide blue. Et là, si j'enregistre, vous allez voir que là, maintenant, mon image vient de ressortir. Alors, je vais sélectionner l'autre image avec la classe ombre.
Je vais enregistrer, vous allez voir notre troisième image ici. Alors pour lui appliquer de l'ombre, on va utiliser Box Shadow. Et là dans Box Shadow, vous allez définir maintenant les ombres que vous voulez donner à votre élément en commençant par les hauts, les droites, les bas et enfin les gauches. Mais là ce que je vais utiliser juste 3 côtés, donc je vais mettre ici 5 pixels et 15 pixels à la fin. Et là je peux définir mes couleurs en RGBA. Là je vais définir mes couleurs, par exemple je peux mettre 0 0 0 et en fait 0.5. Je vais enregistrer, vous allez voir. Là mon image vient de prendre une ombre ici. C'est donc comme ça que vous jouez avec vos différentes images. Si vous voulez avoir votre image en forme de cercle, vous devez d'abord rendre votre image carrée, c'est-à-dire la largeur doit être égale à la hauteur. Par exemple ici sur l'auto, je vais mettre 300 pixels aussi. Je vais enregistrer et là vous allez voir mon image va perdre la forme, mais je n'ai pas le choix. Et là maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je vais ajouter le border radius de 50%. Vous allez voir quand je vais enregistrer, mon image est devenue cercle. C'est comme ça que vous mettez vos images en cercle. Vous devez d'abord vous rassurer que votre image est en forme carrée pour lui appliquer le border radius de 50% et ressortir avec le cercle. Par ça, vous pouvez par exemple jouer avec l'opacity. Vous allez mettre opacity. Là, je peux mettre par exemple 0.5. Je vais enregistrer, vous allez voir. Vous voyez bien que mon image vient de réduire l'opacité. Si je mets à 1, ça veut dire que c'est 100%. Là, l'image va ressortir. En CSS, il existe aussi des propriétés pour positionner vos différents éléments. C'est là que nous allons découvrir par exemple les flexbox. Parmi les propriétés de positionnement en CSS, nous allons découvrir par exemple la propriété display qui prend en compte les valeurs comme bloc, inline block et no one. Par exemple, pour bloc, ça force l'élément à occuper toute la largeur. C'est-à-dire que quand vous mettez display block, votre élément est forcé d'occuper toute la largeur disponible. À part bloc, display inline quant à lui garde l'élément dans la ligne sans forcer le retour à la ligne. Inline block permet d'ajuster la largeur et la hauteur tout en restant en ligne. Et pour no one, ça cache l'élément complètement. C'est-à-dire que quand vous mettez la propriété display et la valeur no one, ça veut dire que vous voulez cacher votre élément totalement. On va découvrir cela pratiquement. Pour ça, je vais effacer mes éléments ici, mes images. Je vais les effacer. Et là, nous allons créer des divs. Le premier div, je vais lui donner la classe bloc. Je vais créer un deuxième div. Je vais donner la classe inline. Un autre div qui vais donner la classe inline block. En fait, un dernier div que je vais donner la classe no one. Je vais retourner en CSS pour qu'on puisse maintenant définir les propriétés. Je vais effacer tout ça et là je vais sélectionner par exemple bloc. On va mettre quelques propriétés. On va mettre display bloc. À part
part ça, on va mettre background color pour nous afficher ce que nous sommes en train de faire. On va mettre par exemple blue. Par background color, on va mettre le padding. Le padding, on peut mettre par exemple 10 pixels. Enfin, nous allons mettre les margin button. On va donner la valeur de 10 pixels aussi. Je vais enregistrer, vous allez voir. Là, j'ai mon élément avec la propriété bloc. C'est forcé d'occuper la largeur disponible. Là, si j'agrandis, voir l'élément aussi va s'agrandir. Va prendre toute la largeur. Si je réduis, l'élément aussi va se rétrécir pour garder la même largeur qui est disponible. C'est comme ça que marche le display bloc. Alors, on va voir les autres. Je vais sélectionner notre div inline. Et là, on va définir aussi des propriétés comme le display inline. Je vais enregistrer. Et là, nous allons définir aussi le background color. On peut mettre par exemple le yellow. Je vais enregistrer. Vous allez voir, jusque là, rien ne s'affiche encore. Et là, je vais mettre par exemple les padding de 5 pixels. Je vais enregistrer, vous allez voir. Et là, comme vous pouvez le voir, l'élément vient d'occuper juste la taille de son contenu. Et comme dans notre div, il n'y a pas le contenu, ça va tout simplement occuper les 5 pixels du padding. Pour voir cela, par exemple, dans les div inline, je vais ajouter du contenu. Je vais mettre par exemple display. Je vais enregistrer, vous allez voir. Là, vous voyez bien que le div vient de prendre la taille de son contenu. C'est comme ça que marche le display inline. On va à présent voir le display inline block. Pour ça, on va retourner dans CSS. On va sélectionner notre div inline block. Et là, on va lui donner les propriétés display inline block par exemple. À part cette propriété, on va lui donner le width de 150 pixels. On va lui donner aussi le background color. On va mettre le green. On va mettre la couleur du contenu. On va mettre le white. Et le texte align, on va mettre center. Et enfin, on va lui donner le padding de 10 pixels. Je vais enregistrer, vous allez voir. Voilà. Ici, ce qui se passe, c'est quoi? Cette propriété marche comme le inline, mais cette fois-ci, vous pouvez régler la hauteur et la largeur. Pour voir cela, je vais ajouter du contenu dans ce div. Vous allez voir la différence. Ici, dans inline block, je vais mettre et je vais ajouter blablabla. Je vais enregistrer, vous allez voir. Cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Le contenu va respecter la largeur que nous avons définie de 150 pixels. C'est-à-dire que quand ça va arriver à 150 pixels, ça va faire un retour à la ligne pour faire la suite. Contrairement au display inline qui occupe tout justement la taille de l'élément. Si l'élément continue jusqu'à la fin, ça veut dire que le div aussi va occuper cette taille-là. Alors que pour display inline block, ça va respecter la hauteur et la largeur que vous avez définie. Vous allez voir pour mon div inline, je vais lui donner par exemple le width, la largeur de 500 pixels. Mais vous allez voir, ça va rejeter la propriété du width que je viens de donner. Ça va rejeter cette propriété tant que le contenu n'arrive pas à 500 pixels. Mais si j'augmente la taille de l'élément, je vais ajouter sur l'élément, vous allez voir, je vais ajouter du texte. Et si j'enregistre, vous allez voir
que cette fois-ci, le div aussi vient d'augmenter la taille. Ça veut dire que le display inline, ça occupe tout justement la taille de l'élément ou de son contenu. On va clôturer cette partie sur le CSS en parlant d'une autre propriété pour le positionnement qui est la propriété position. Cette propriété prend des valeurs comme position absolute, position relative, position fixed et position sticky. Alors, la position relative ou relative position, ça permet à l'élément de se déplacer par rapport à sa position initiale. Alors que position absolute, l'élément se positionne par rapport au premier para relatif. Et le positionnement fixe, l'élément reste visible même en faisant défiler la page. Donc même quand vous allez défiler votre page, l'élément va rester visible. En fait, pour le positionnement sticky, l'élément va devenir fixe lorsqu'on défile la page. Alors, comme je l'ai dit, le positionnement relatif, ça permet à ce que l'élément puisse se déplacer par rapport à son état initial. Je ne sais pas comment expliquer ça à l'aide d'un exemple, mais on va imaginer par exemple un bouton. Oui, un bouton, donc je vais effacer tout ça. Et dans mon body, je vais créer par exemple un bouton. Et dans ce bouton, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre par exemple une icône. Pour ça, je vais mettre par exemple un span. Et dans mon span, je vais mettre classe icône. Et à l'intérieur, je vais mettre une icône. Pour ça, je vais ouvrir mon clavier visuel. Je vais venir ici sur icône. Je vais mettre par exemple ça ici. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner à mon bouton la classe btn. Et après mon span, je peux par exemple écrire ici super. Là, mon bouton sera le texte du bouton. Alors là, je vais enregistrer les modifications, vous allez voir. Voilà. Alors, on va entrer en CSS pour voir comment on peut utiliser la position relative. Pour ça, je vais effacer tout ça. Et en CSS, je vais commencer par sélectionner le btn qui est mon bouton. Je vais lui appliquer les propriétés, par exemple background color, je vais mettre le blue. À part ça, je vais mettre la couleur white pour le contenu. Le padding, je peux mettre par exemple 10 pixels, 20 pixels. Et à part ça, je vais mettre le font size à 16 pixels. Je vais mettre le curseur pointer. Quand on va mettre la souris sur mon bouton, ça va devenir un pointeur. Là, je vais mettre maintenant la position relative. Et ce n'est pas tout. Maintenant, pour l'icône, je vais définir l'icône et on va lui appliquer les propriétés, par exemple position relative. Alors pour voir cela, je vais lui appliquer aussi les top. Je vais lui donner par exemple 10 pixels. Et pour les left à gauche, je vais les décaler de moins 15 pixels pour que cela soit clair. Je vais enregistrer, vous allez voir l'icône. Comme vous le voyez, mon icône vient de se décaler de 10 pixels en haut et de 15 pixels à gauche. C'est comme ça que marche la position relative. Alors pour le positionnement absolu, comme je l'ai dit,
l'élément va quitter dans son flux normal et va se positionner par rapport à son premier para qui est relatif. Alors pour ça, on va effacer tout ça. On va chercher un autre exemple. Bon, quel exemple je peux donner? Bon, ça va. Par exemple, on va imaginer un scénario. Si sur notre page, on veut afficher une notification rouge sur une icône, par exemple, d'une cloche. Pour ça, je vais créer par exemple un div. Et ce div, je vais lui donner la classe cloche. Et à l'intérieur de ce div, je vais mettre le premier span avec la classe sonne. Et à l'intérieur, je vais mettre l'icône en question. Je vais ouvrir mon clavier visuel. Je vais chercher l'icône de notre cloche. Les amis, je ne trouve pas, mais je peux par exemple choisir même celui-ci. Comprenez? Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un deuxième span. Et là, je vais lui donner la classe notif ou tout simplement notification. Et là, je peux mettre le nombre de notifications, par exemple 3. Je vais enregistrer. Vous allez voir. Alors, dans CSS, je vais effacer tout ça. Et là, je vais mettre par exemple, et là, je vais sélectionner mon div qui est cloche. Je vais appliquer les propriétés suivantes. Position relative, parce que c'est le para de mon élément. Alors, je vais sélectionner mon élément notif. Et là, je vais mettre la position qui est absolute top. Je vais mettre par exemple moins 5 pixels. Right. Je vais mettre moins 5 pixels. Background color. Je vais mettre par exemple les rouges. Color, je vais mettre white, la couleur du contenu. Et le font size, je vais mettre 14 pixels par exemple. Et padding, je vais mettre 4 pixels et 8 pixels ici. En fait, je vais ajouter le border radius de 50%. Je vais enregistrer, vous allez voir. Ah, désolé les gars, ça fait un bug, je ne sais pas ce qui se passe parce que ça donne pas ce à quoi je m'attendais. On va vérifier pour voir les problèmes. Les classes, ça va. Dans les CSS, et voilà. Pour le background, j'ai mis rouge au lieu de mettre tout simplement red. Voilà, je vais enregistrer. Cette fois-ci, vous allez voir. La notification est placée au-dessus de mon icône sans toutefois affecter le reste du contenu. Elle est positionnée par rapport à l'élément para qui est le div possédant la classe cloche. C'est comme ça que ça marche pour le positionnement absolu. Alors, pour le positionnement fixe, l'élément est retiré aussi du flux normal, mais il reste toujours visible même si l'utilisateur défile la page. Par exemple, un bouton flottant qui se trouve toujours en bas de plusieurs sites web auxquels vous cliquez et ça vous permet de remonter directement en haut de la page. Pour ça, je vais effacer tout ça pour simuler ça. Je vais effacer tout ça et là, je vais créer H1. Je vais mettre par exemple, je suis un titre. Et là, je vais créer un paragraphe.
Ensuite, je vais créer maintenant mon bouton. Ici en bas, bouton. Je vais lui donner une classe btn. Et à l'intérieur, je vais mettre les messages. Et là, je vais enregistrer les modifications. Vous allez voir. J'ai ici mon contenu et j'ai les boutons pour retourner en haut. Alors, pour voir comment cela marche, je vais entrer en style. Je vais effacer tout ça et puis, qui est mon paragraphe, je vais lui appliquer des styles pour agrandir la page. Et là, je peux par exemple mettre les heights. Je vais mettre 1500 pixels pour que ça soit tellement long. Là, c'est beau. Vous voyez que le bouton est ici en bas à la fin. Là, maintenant, je vais pouvoir appliquer du style à mon bouton. Je vais mettre .btn. Et là, par exemple, je vais mettre position fixed. Les boutons pour l'espace du bas, je vais mettre 20 pixels pour que ça soit visible. Je vais enregistrer, vous allez voir, voilà, là ça devient visible. Et là, je vais mettre les right à 20 pixels pour que ça soit décalé vers les droites. Je vais enregistrer, voilà. Ensuite, je vais mettre les background color pour mon bouton. Je vais mettre par exemple les black et les textes. Je vais mettre color white. Là c'est bon. Je vais mettre par exemple les padding pour séparer les textes avec la bordure. 10 pixels, 15 pixels. J'enregistre, voilà, là ça commence à être joli. Je vais mettre Oda. Je vais mettre par exemple No One. Il n'y avait pas de bordure. Voilà. Et je peux par exemple lui donner les curseurs. Quand on va passer la souris, que ce soit un pointeur, je vais mettre pointeur. Et là, je peux lui donner par exemple un border radius de 5 pixels pour que ça soit un peu arrondi. Voilà, là mon bouton est joli. Et maintenant, comment est-ce que cela marche? Comme je lui ai donné la position fixe, je vais enregistrer. Et quand je vais défiler, vous allez voir les boutons est fixe. Le bouton ne va pas bouger. À chaque fois que je vais monter ou descendre, le bouton lui va rester fixé là-bas. C'est comme ça que cela marche. Alors pour animer notre bouton, pour que quand on va cliquer sur le bouton, ça puisse nous ramener en haut, vous pouvez le faire de plusieurs façons. Par exemple, vous pouvez le faire en créant un lien qui vous renvoie à une encre ici, ou vous pouvez le faire tout simplement avec du JavaScript. On va voir comment faire cela lorsque on va faire notre projet. Alors la dernière propriété, c'est le position sticky. Alors pour le positionnement sticky, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici dans notre body, nous allons créer un header. Et là, je vais lui attribuer par exemple la classe menu. Et à l'intérieur, je peux créer des éléments, des liens. Je vais mettre par exemple là, accueil. Je vais dupliquer ça. Ici, je vais mettre à propos. Et là, je vais mettre contact par exemple. Je vais enregistrer. Vous allez voir, il y a mes éléments qui sont là. Et là, dans CSS, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir tout simplement ici, dans mon paragraphe, je vais mettre point menu. Je vais appliquer des styles. Par exemple, je vais donner d'abord la position sticky.
Après ça, je vais donner le top. Qu'il n'y ait pas d'espace d'en haut, je vais mettre 0. Et là, je vais mettre par exemple le background color. Je vais choisir une couleur, par exemple aquamarine. Et là, je vais mettre la couleur du texte. Que ça soit beige, par exemple. Je vais mettre le font size à 18 pixels. Voilà, là ça commence à avoir du sens. Et là, je vais mettre les padding pour séparer mon texte de la bordure. Je vais mettre 10 pixels de tous les côtés. Voilà. Et là, je vais mettre par exemple texte align. Center pour aligner mes éléments au centre. Voilà, je vais enregistrer. Et là, vous allez voir quand je vais défiler, le menu ne va pas du tout bouger. Il va rester sticky ici. Je vais défiler, vous allez voir, tout le contenu peut bouger, mais le menu reste sticky là-bas. C'est comme ça que marche cette propriété CSS. Et les amis, c'est par là que nous mettons un point au CSS. Pour cette deuxième séance, vous avez appris les notions nécessaires du CSS. Pour le reste, nous allons les voir quand on sera en train de faire les projets. Alors, s'il y a des questions, vous pouvez les poser dans les groupes de discussion. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines séances. Demain, maintenant, on va créer ensemble un site de A à Z où on mettra en pratique toutes les notions HTML et CSS qu'on a déjà vues. Et là, on aura l'occasion d'ajouter du JavaScript pour animer certains éléments. Comme travail pratique, ce que vous allez faire, vous allez me créer ce site ici. Alors, je vous explique. Ici, en haut, vous allez mettre un logo. Vous allez mettre un logo ici. Ensuite, vous allez mettre votre menu. Et dans le menu, vous allez mettre quelques éléments, soit les liens de navigation. Vous allez créer par exemple 3 pages. N'oubliez pas surtout de lier vos pages pour permettre la navigation d'une page à une autre. Page d'accueil sur laquelle on va débarquer quand on ouvre votre site web. Vous allez créer la page à propos, mais aussi la page contact. Dans la section accueil, ici vous allez mettre un conteneur. Et dans ce conteneur, vous allez mettre, ici vous allez mettre une grande image. Après cette grande image, vous allez ajouter ici des textes, par exemple des titres H1, des paragraphes, des listes, pour pratiquer tout ce qu'on a déjà fait. À part ça, vous allez mettre ici un autre conteneur de votre choix. Ça peut être une section, un div, un aside ou un navbar. Vous allez mettre le conteneur de votre choix ici et là vous allez mettre des titres. Vous allez ajouter des éléments des titres, des paragraphes, etc. Et ici en bas maintenant vous allez créer un footer où vous allez mettre les contacts et les copyrights. Notez que les contacts ici, vous allez mettre un lien qui va renvoyer tout droit dans votre boîte de messagerie mail. Et ça c'est pour la page accueil. Dans la page à propos, vous allez mettre ce que vous voulez. Et en fait, dans la page contact, la troisième page, vous allez ajouter maintenant un formulaire de contact. C'est vrai qu'on n'a pas encore vu comment personnaliser un formulaire, mais vous allez quand même créer un formulaire, que ce soit les autres ou pas. Moi, je vais voir le formulaire que vous allez créer. Alors, merci d'avoir suivi cette séance. On se voit pour la prochaine séance. Là, vous avez l'opportunité de mettre en pratique tout ce qu'on a déjà vu jusque-là.
Alors moi, je vous dis à très bientôt.